Ouachd Bladi vous est présenté par Arabesque. Voilà, ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie. Marhaba bikoum. Quel plaisir d'être parmi vous et de vous retrouver en direct de Canal Algérie. Alors dans notre émission Touahcht Bladi de cet après-midi, tous les dimanches après-midi en direct, ensemble avec des invités. On va commencer par notre première invitée de cet après-midi, Ania Merimesh qui est parmi nous. C'est un plaisir. Elle ressemble à une princesse aujourd'hui. Elle tenait à être habillée en traditionnel. Elle va vous dire tout ça. Hein, pourquoi? Donc on va le savoir un peu plus aujourd'hui avec Ania Merimesh qui est jeune écrivaine, passionnée. Hein. On se connaît depuis plus de 7-8 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Ania Merimesh, vous étiez en seconde au lycée à l'époque, première année de lycée, donc, on avait découvert déjà votre livre. C'était déjà Alexander, la chute aux enfers. Voilà, Ouais. donc c'était en 2012. Et là, vous avez grandi depuis, vous avez eu votre bac, vous étudiez en France. Et là, vous sentez vraiment Touahcht Bladi. Ah oui, C'est oui, vraiment le vraiment. wash du pays, Ania. Ah oui, c'était absolument ça. Franchement, en fait, on se dit, quand on est ici, on est étudiant algérien, on se dit, ouais, je vais partir en France, ma vie va commencer en France, et puis, et tout. Mais ça prend vraiment une semaine pour vous rattraper. En fait, l'Algérie, c'est une maman avare de ses enfants. Oui. Elle les laisse pas tranquilles quand ils partent. Voilà, vous êtes superbement bien habillé, un très joli caftan, la tenue, le beau zerrouf, khetarrouh sur la tête. Et pour vous, c'était important de vous habiller de la sorte. Pour vous, c'est quand même... ça vous a tellement manqué, ce genre de qa'adat dans un salon, avec une hesse traditionnelle, toutes ces belles choses, ça vous a vraiment manqué, Ania? Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il chauffe tout le Torath qu'on a. C'est très important, en fait. Les valeurs de notre culture, comme ça, quand elles se matérialisent dans nos tenues, dans nos gâteaux, dans notre gastronomie. Et c'est vraiment à travers le regard de l'autre que j'ai compris personnellement la pesanteur de nos valeurs. Parce que, comme je vous ai dit, ma colocatrice est une Polonaise. D'ailleurs, Eva, si tu passes par là. Eh ben, vous savez, on est sur YouTube, donc elle va... Elle la verra voilà, vous allez la voir, l'émission. Je passe un grand bonjour. Oui. On la salue aussi, elle s'appelle comment? Eva Bulzaka. Voilà, Eva Bulzaka, on t'embrasse depuis Alger, depuis la télévision algérienne. Exactement. Hein? Et vraiment, c'est à travers son regard plein d'étonnement et de fascination limite pour nos traditions que j'ai vraiment réalisé à quel point on prend ça pour acquis, mais que c'est quand même très lourd. Voilà, donc notre page YouTube, tous nos coordonnées sont affichées en bas de notre écran pour également nous suivre en direct de Canal Algérie. Je le disais, nous avons notre chaîne YouTube Canal Algérie et on peut profiter et revoir donc les émissions et c'est excellent et les partager également. Oui. Donc on va d'abord, vous savez, dans cette émission, nous avons ce petit espace nostalgique de chansons qu'on choisit chaque mois. C'est un chanteur qui chante le Ghorba, le Wahsh, le Jazaïr, et puis c'est le fameux regretté Dahmel Harachi dans Ya Rayah. Et on se retrouve juste après une belle chanson, n'est-ce pas?
Et voilà, de retour avec cette très belle chanson hein, qui vous parle, Ania. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes hors d'Algérie? Oh, pas longtemps, à m'entendre, on croirait que ça fait une éternité, mais je suis partie en septembre. D'accord, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça a été un choc, oui. C'est ça, oui. En fait, c'était la toute première fois déjà que je sortais de chez moi. Avant ça, je m'étais absentée 2 semaines, c'était le maximum que j'avais vécu hors de chez moi. Et du coup, se retrouver comme ça, seule, vraiment, c'est le mot, hein. C'est une solitude absolue. Et même si on a de la famille, si on a des amis, c'est pas pareil. C'est-à-dire que les relations ne sont pas... Exactement. Les gens sont très occupés. Oui, c'est une autre culture totalement. Et puis, c'est-à-dire quand même, j'ai eu la chance quand même d'avoir ma famille paternelle en France. Donc j'étais pas tellement seule. Mais à l'entourage, il y a la météo, elle vous manque. C'est-à-dire l'étendue du vice, en fait. ça arrive à vraiment des détails de rien du tout et c'est un chamboulement. Alors, on revient à vous, donc une jeune demoiselle, vous êtes née en 1997, hein, jeune, toute jeune, et c'est un plaisir de vous avoir. On vous a vu grandir et c'est très bien. Donc, pas mal de sorties de livres. Donc, on avait dit Alexandre et la chute aux enfers. C'était à la maison d'édition El Irtilef. Et puis après, vous avez fait donc La nuit aux 2 soleils. Vous avez écrit La nuit aux 2 soleils. Nos âmes, transition, déviation et actuellement un livre, carrément un recueil de poèmes en anglais. Alors, il s'agit de 20 Old Summers de Ania Merimesh. C'est le dernier sorti. Le 31 mai. Le 31 mai, tout frais. On a eu cette exclusivité dans notre émission Touahesh Bladi pour avoir le recueil de poésie de notre chère amie, donc Ania Merimesh. Et c'est un recueil qui traite beaucoup de l'âge, du temps, des limites qu'on se fait, qu'on se met. Exactement, des attentes qu'on a de certains âges paliers, limites. Et en fait, le titre, 20 Old Summers, c'est parce que je suis née un été. Du coup, ça me faisait 20 étés. Ah oui, c'est pas des printemps, mais c'est des étés, n'est-ce pas? Oui. Donc, et vous, aujourd'hui, vous avez 22 ans, 97, c'était hier. Hein. Franchement, alors, je salue votre maman qui nous suit certainement. Elle est dans les coulisses. Aujourd'hui, elle vous accompagne. Elle disait que vous étiez pour elle toute sa vie, toute son existence. Vous partagez pratiquement tout avec elle. Votre quotidien sur Viber ou sur Messenger, en train de lui dire tout ce que vous faites au quotidien dans votre vie. Donc, elle a été étonnée, votre amie. Votre colocataire, la polonaise. Oui, tout à fait. En fait, ma relation avec ma mère, c'est très fusionnel. C'est plus... on vit toutes les deux la même vie, en gros. On a une vie pour 2. Oui. Et c'est fusionnel. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, ma mère, c'est mon modèle, c'est mon pilier. C'est la femme que je veux devenir un jour. Et je suppose qu'elle voit en moi une chance de réaliser des choses qu'elle n'a pas pu réaliser elle-même. Et pour moi, ça me donne une responsabilité énorme et c'est un honneur qu'elle me fait de vouloir réaliser des choses à travers moi. Et du coup, même en général, nous, Algériens, on a un rapport à la famille qui est très soudé. C'est-à-dire que pendant les fêtes, nos sorties, c'est l'homme. C'est ça, nos sorties. Oui, tout à fait. Alors que à l'étranger, en France, c'est vraiment... D'ailleurs, ma coloc m'avait dit que pour eux, c'est les amis. Les amis remplacent la famille. Arrivé l'âge de 18 ans, c'est bon. Ça fait tâche d'être proche de ses parents. Il passe à autre chose, oui. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Alors, vos écrits, cet amour que vous avez pour l'écriture, très très jeune, est-ce qu'il est né par la lecture? Est-ce qu'il est né aussi parce que vous faites partie d'une famille où on lit beaucoup, on échange beaucoup, on parle, où on se parle en fait? Oui. Alors, j'ai eu l'avantage d'être élevée par 2 adultes, vu que ma sœur a été élevée par mes grands-parents, donc j'étais seule avec 2 adultes, ce qui m'a obligée à un petit peu me développer plus vite. Et aussi, je remercie mes parents surtout du fait qu'ils m'aient toujours traitée
pas d'une manière infantilisante en fait. Et c'est surtout cette carrière littéraire, je la dois surtout à mon père, qui depuis l'enfance j'ai eu l'avantage d'avoir des contes qui étaient faits pour moi, sur mesure. C'est-à-dire qu'il m'inventait des contes. D'accord, oui. Et c'est un petit peu à travers cette facilité qu'il avait d'inventer que d'inventer des histoires, de raconter des histoires, pour moi c'était naturel quand j'étais enfant. Et la première fois que j'ai commencé à écrire, je me souviens que c'était à cause d'un dessin animé dont j'étais obsédée. Et j'arrivais plus à attendre le prochain épisode. Donc je me suis dit, bon, je vais l'écrire. Et c'est de là que c'est venu. D'accord. Et qui ont été bien sûr vos premiers lecteurs? C'est vos parents? Oui, oui. Vos amis, vos cousins? Non. C'était vraiment mes parents, en fait. Il y a un événement qui... en gros, c'est... L'écriture, c'est un petit peu mon purgatoire. C'est un peu le moment où je sors toutes les ombres, toutes les émotions qui s'agglutinent comme ça. Et c'était la première fois que je vivais un décès, c'était le décès de mon grand-père. Et naturellement, je me suis retrouvée à écrire. Et une fois que j'avais fini, j'y croyais pas tellement, c'était juste un petit truc que je faisais. Et là, j'arrive à la table du petit-déj, je dis à mes parents, je leur dis, bon, j'écris un livre. Ils me regardent comme ça, ils me disent, t'as écrit un livre? Bon, bah oui, donne. C'était mes premiers lecteurs. Et c'est lequel des livres? C'était Alexander, La chute aux enfers. D'accord. C'était la première fois que je finissais une histoire, en gros. Et mes parents ont tout de suite cru en moi. Ma mère m'a dit, écoute, ça sera ton cadeau, t'as le BEM, on va te publier. C'est formidable. Et c'est parti ça a commencé de là, oui. Vous avez aussi, Ania Merimech, participé à pas mal de rencontres littéraires, très intéressantes, de haut niveau, en Algérie et ailleurs aussi. Surtout en Algérie, en fait, parce que malheureusement, les seules fois où je devais aller à l'étranger, c'était toujours en période scolaire. Du coup, j'ai jamais pu y aller, mais oui, en Algérie, plusieurs cafés littéraires, surtout un café qui m'est très cher au cœur, c'est le café de Chlef. D'ailleurs, je salue Monsieur Mohamed Boudia, qui m'ont reçu à plusieurs reprises, et vraiment, c'était une atmosphère très agréable, avec une jeunesse florissante, pleine d'idées. Sinon, il y a eu le café littéraire de Tipaza, il y a eu des cafés littéraires un petit peu partout, à Tizi Ouzou. Votre ami Malek Exactement, c'est une connaissance de longue date. De longue date aussi. Effectivement. Et ça fait toujours plaisir de voir comme ça la jeunesse vraiment s'intéresser à la littérature, à l'expression. Et je trouve qu'on devrait vraiment les encourager. Parce que personnellement, si je n'avais pas trouvé mes parents à mes côtés pour me propulser comme ça, je serais restée à écrire sur mon ordinateur toute seule. Alors, on revient à votre dernier, donc 20 Old Summer, c'est lié aussi donc à vos 20 ans et 20 ans aussi de vie d'existence. Et aujourd'hui, donc dans ce recueil de poésie, vous parlez de l'âge, du temps qui passe, des limites qu'on se fait, qu'on se donne. C'est sur soi. Alors, vous allez participer aussi à un événement. Parlez-nous un peu de cet événement dans lequel vous allez participer avec votre poésie. Alors, il y a le salon du livre de Sharqa. C'est aux Émirats Arabes Unis. Bon, c'est loin encore, c'est le 31 octobre. Mais vraiment, alors, c'est le 3e salon du livre mondialement parlant. C'est-à-dire c'est le 3e plus important. Et ce qui est fascinant aux Émirats arabes, c'est cette fierté qu'ils ont de présenter un auteur arabe. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu de cette distinction de nationalité ou autre. C'est vraiment ce communautarisme qui me manquait. Et du coup, j'attends de voir. Ce sera extraordinaire, j'imagine. Écoutez, c'est formidable. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup, tout plaisir est pour moi. Ania Merimech, donc pour ceux qui souhaiteraient découvrir ses œuvres, vous avez déjà Alexandre, La chute aux enfers, vous avez ensuite Nuit aux deux soleils, Nos âmes, Transition et déviation, et puis 20 Old Summer, c'est le nouveau donc opus de notre chère amie Ania Merimech. On peut les trouver dans les librairies, tous ces livres, tous ces romans? Oui, les 5 premiers, oui. Par contre, pour le dernier, pour l'instant, il est disponible sur le site de l'éditeur. Donc, c'est austinmacaulaypublishers.com. D'accord. Et je pense qu'il devrait, au courant des prochains mois, être disponible en Algérie aussi. Et j'espère qu'on découvrira aussi votre travail.
ici à Alger, que vous puissiez le présenter dans des rencontres littéraires. Ça me rendrait très fière. Il y avait une très belle rencontre littéraire justement au niveau du musée des Beaux-Arts. Oui. C'était hier après-midi avec Tinhinen Kerkouch qui avait organisé qui avait organisé cet événement au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, où c'était vraiment quelque chose de très intéressant. On espère qu'il y a encore d'autres rendez-vous de ce genre autour de l'écriture du texte. Il y a aussi l'Arbre à dire aussi qui organise pas mal de choses. Donc il y a des maisons d'édition à Constantine, Média Plus par exemple, qui organise des cafés littéraires. Et nous allons découvrir tout à l'heure notre ami Melek Amirouche qui va certainement nous parler de littérature également. Voilà, on va vous laisser partir Ania Merimesh. Merci pour tout. Merci à vous d'avoir été parmi nous, d'avoir porté la tenue algérienne, les bijoux traditionnels algériens en honneur de l'émission Touhacht Bladi. Ça nous honore vraiment. Ça nous honore vraiment. Nous savons que vous êtes une femme, jeune fille, une working girl, qui est toujours en jean, basket. Et vous teniez à être habillée en traditionnel. Pour vous, c'était une fierté de venir avec une tenue bien de chez nous. Et des bijoux vraiment de chez nous. On remercie votre maman qui vous accompagne, vraiment. C'est porter l'Algérie. Vraiment. Et moi aussi, je remercie également Nid Création, Madame Newel Derwish, qui, je porte ses tenues pratiquement tous les dimanches après-midi. C'est un plaisir tout ce qu'elle fait. On remercie également la dinanderie qui est présente dans notre émission Touhacht Bladi. Les décors avec la dinanderie, c'est aussi très 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 beau. On remercie la famille Abdellaoui, donc monsieur et madame Abdellaoui, donc à savoir donc Atiqa et Mustafa Abdellaoui, si nous suivent cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. On va suivre aussi une autre belle personne dans le monde également de l'architecture avec monsieur Al-Arbi Marhoum qui est donc architecte. Il a été aussi prof à l'EPO. Il est passionné par l'architecture. Il va nous faire découvrir ses 25 ans d'architecture et de vie en Algérie. Il est à l'espace Espaco. Merci beaucoup. Merci. 25 ans et des poussières, c'est l'intitulé de cette exposition. Dans cet espace d'art moderne et contemporain, Mohamed Al-Arbi Marhoum nous entraîne dans son univers. Un parcours, une signature dans le monde de l'architecture. Un parcours rythmé par de nombreuses réalisations à Alger et dans d'autres villes du pays. Des réalisations et des rencontres pour cet architecte très engagé dans son métier. Aujourd'hui, il a voulu revisiter son œuvre et mettre en partage sa passion. Pour moi, une exposition, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre une œuvre et un propos, entre un propos et une période qui séduit le public. À travers cette expo, Al-Arbi Marhoum et moi-même, nous avons voulu offrir 3 choses aux visiteurs. Donc un partage de valeurs, une expérience et un enseignement. Aussi, une exposition, c'est aussi le lieu d'expression. Donc c'est pour cela que nous organisons donc des rencontres. C'est aussi un témoignage de 25 ans d'un métier nouveau qui s'est institutionnalisé il y a à peine 25 ans, sur lequel on n'a pas beaucoup de retours, beaucoup de témoignages. Donc je parle au nom d'une génération qui a pris ce métier à bras-le-corps. C'est le métier d'architecte libéral, privé, qui signe des projets. Et c'est aussi une manière de raconter l'histoire de mon pays, parce que en plus des dessins, il y a l'histoire intime des projets qui se mêle un petit peu avec l'histoire de ce pays. Donc on voit que ce métier est un métier d'ancrage dans une réalité économique, politique, sociale, culturelle. Dans chacune de ses réalisations, cet architecte a laissé son empreinte. Un quart de siècle d'architecture bien remplie, avec beaucoup de souvenirs en mémoire. Homme de terrain, il a travaillé sur de nombreux projets, pour ne citer que la bibliothèque de proximité du Télémli,
ou l'historial de la rue Larbi Ben Mehidi. Cet architecte et urbaniste a été 3 fois lauréat du prix national d'architecture. Avant d'entrer dans le monde du travail, Merhoum a étudié à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. C'est un monsieur, c'est un homme qui honore le métier d'architecte. C'est quelqu'un qui a une très haute opinion de son métier. C'est vraiment un témoin et un acteur de la vie. C'est un citoyen avant tout et un amoureux d'Alger et qui fait un travail de très très grande qualité. À Espaco, cet architecte nous retrace son parcours personnel. Des maquettes exposées, des photographies, des croquis, des notes pleines d'humour, des récits de ses rencontres et de ses moments passés sur des chantiers et sur des projets. Des chantiers en construction où il a suivi étape par étape tous les travaux. Architecte, un métier où Merhoum s'est toujours montré créatif. Il dessine ses plans, conçoit, supervise la construction, tout en conseillant et en étant à l'écoute de sa clientèle. C'est un des rares architectes qui peuvent maintenant exposer tout leur travail sur 25 ans en n'ayant jamais dévié de ce qu'il était et de ce qu'il est encore et de ce qu'il sera probablement. Voilà, c'est du beau travail. C'est du beau travail, y compris dans la présentation. Pour une meilleure lecture de nos paysages urbains, un événement culturel fort intéressant. Une exposition qui permet au grand public de découvrir et de promouvoir le patrimoine architectural de l'Algérie, tout en donnant une visibilité à ce noble métier. Mohamed El Arbi Merhoum, un nom, une œuvre, une signature. Et voilà, donc ce beau reportage, on salue M. El Arbi Merhoum pour le travail qu'il fait, 25 ans de vie en tant qu'architecte et de passion pour son métier. Une autre dame qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, qui est aussi passionnée par son métier, passionnée par l'Algérie. Il s'agit de Madame Yasmina Sellem qui est parmi nous. Bonjour Madame. Ahlan biki, merci beaucoup. Très bien, alhamdoulilah, je te remercie de m'avoir invitée et je dis bonjour à tous les téléspectateurs et les Algériens là où ils sont dans le monde. Alors justement, Madame Yasmina Sellem, oui. Vous êtes donc passionnée par l'art culinaire, par le terroir, nos traditions et coutumes, nos vieilles, anciennes recettes du terroir. Vous avez participé à pas mal d'émissions de télé, dans certaines chaînes privées, Masterchef. Oui. J'ai fait Hikayet Tabaq, l'histoire d'un plat. Voilà. Vous avez participé aussi dans l'émission de France 2, Échappée Belle. Vous avez France 5. France 5, pardon. Oui. Vous avez Échappée Belle de France 5 où vous avez été un peu le guide oui. Autour de l'art culinaire. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous dans Touhajt Bladi parce que d'abord, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir pour la 2e fois. C'est vrai, oui. Et aussi parce que vous organisez un très très bel événement dans Darjedé. Oui. Vous avez créé Darjedé, qui est un très bel établissement, une maison d'hôtes à Alger. Table d'hôtes. Parce que les gens ne peuvent pas dormir chez moi. Voilà, donc c'est juste une table d'hôtes. Très bien. Oui. Voilà, donc je fais découvrir la gastronomie algérienne aux Algériens et aux étrangers qui veulent des plats spéciaux, des plats oubliés et des plats de toutes les régions d'Algérie. Il est vrai que je n'ai pas la prétention de dire que je fais le plat du Hogar mieux que les femmes du Hogar, mais j'essaye au moins que les Algériens s'habituent au nom de ce plat et aux ingrédients de ce plat. Qui vient du Hogar, de Tébessa ou de Mrnia, il faut que les Algériens adoptent toutes ces recettes et tous ces noms de plats extraordinaires.
Alors justement, puisqu'on parlait de tous ces plats traditionnels, ces boissons, ces confiseries, tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses que vous utilisez. J'avais vu aussi une fois, vous avez proposé un plat à base de feuilles de vigne. Tout à fait. Et ça avait l'air délicieux aussi. Donc vous êtes vraiment dans pas mal de choses où vous revenez aux très anciennes recettes. Tout à fait, aux très anciennes recettes, parce que quand j'ai fait ce plat justement pour France 5, la dolma Delia, j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens me disent « Oh, vous auriez pu faire un plat algérien ». Je dis « Mais c'est algérien ». Parce que... Mais on le connaît très peu. Voilà, on le connaît très peu. Mais le problème des Algériens, c'est que personne ne cherche à savoir d'où viennent nos plats. Oui. Et est-ce qu'ils sont nouveaux? Est-ce qu'on a copié ou là, est-ce qu'on a été copié? Et c'est là l'intérêt de la recherche que je fais, c'est tous ces plats. Il est vrai que la feuille de vigne farcie, elle n'est pas née en Algérie, en Numidie ou là, la région Tamazirt. Mais l'Algérie a toujours été colonisée. Et donc, ces colonisations et ces civilisations nous ont apporté des choses, mais ont pris beaucoup de choses de chez nous aussi. C'est clair, bien sûr. Et donc, ce plat à base de feuilles de vigne se faisait très souvent à Annaba. Oui. Il se faisait à Constantine, il se faisait à Alger, il se faisait à Blida. Bon, à l'ouest, peut-être un peu moins. Oui. Mais c'est un plat qui est arrivé avec les Ottomans. Parce que moi, je fais la différence entre la cuisine turque et la cuisine ottomane. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a, la cuisine turque, elle est plus récente que la cuisine ottomane. Donc, il est venu avec les Ottomans et nos grands-mères le faisaient. Et donc, moi, je considère que c'est un butin de guerre et que c'est une recette traditionnelle de chez nous. Oui. Elle existe ailleurs, mais elle existe aussi chez nous. C'est comme la rechta, par exemple. La rechta, elle existe bel et bien dans l'algérois, mais on la trouve aussi en Turquie. Oui, elle existe en Turquie, elle existe en Iran. Oui. Et la rechta, moi, j'ai découvert dernièrement un livre qui parle de la période jahiliya, l'islam, où il dit que les Bédouins de l'Arabie mangeaient la rechta, qu'ils ont copié aux Persans. Et donc, la rechta, elle est très ancienne. Mais avant l'islam, on est siècle rechta. Ou jetna. Ou qui jetna doka, non, c'est turc. Non, c'est pas turc. C'est beaucoup plus ancien que ça. Donc, les plats, ils naissent quelque part dans le monde. Mais ils font du chemin parce que l'homme est un voyageur. Donc il voyage il est curieux, l'homme. Et là où il va, il prend ses habitudes. Et alors il les lâche, il continue. Et ceux qu'il rencontre, eh bien, ils sont influencés par ce qu'il a ramené. Absolument. Et ainsi de suite. Et donc il y a toujours eu des échanges et tout. Et donc la traditionnalité d'une recette ou le terroir, il est terroir et il est traditionnel. Et ce terme n'est que relatif. Pourquoi? Parce que chaque plat traditionnel, chaque terroir, un jour était une innovation. Parce que ça n'a pas, toutes ces recettes ne sont pas nées avec l'homme. L'homme ne mangeait comme un animal. Et après, il a commencé à découvrir les mélanges d'ingrédients, il a découvert le feu, et ainsi de suite. C'est comme ça, les saveurs, exactement. Et tout ce qui va avec, oui, bien sûr. Tout à fait. Justement, Madame Yamina Slem, donc vous êtes parmi nous aujourd'hui. Donc la table d'hôte, qu'est-ce qu'une table d'hôte? Alors, la table d'hôte. Donc, il y a les maisons d'hôtes et il y a la table d'hôte. La maison d'hôte, c'est un espace où les personnes qui gèrent cette maison d'hôte offrent et les plats et l'hébergement. Oui. Mais nous, l'hébergement, c'est pas très facile, il n'y a pas assez d'espace et tout. Donc, pour Darjeddi, c'est qu'une table d'hôte. Donc, les personnes qui sont les étrangers qui vivent en Algérie ou les Algériens qui veulent connaître des recettes d'autres régions d'Algérie, viennent chez nous, ils commandent, ils viennent et on leur sert. S'ils veulent un plat, enfin tout un menu d'une région, on le fait. Mais s'ils veulent une entrée d'une région, le plat d'une autre et tout. Et donc la table d'hôte, c'est un espace où on déguste des plats, anciens surtout en Algérie, et chaque plat, on leur raconte son histoire. Il est venu d'où? Quels sont les ingrédients originaux? Quels ingrédients ont été introduits? Parce qu'il y a des changements. Hein. Il y a des changements, comme le couscous berbère. Il a toujours été blanc depuis la nuit des temps. Et c'est à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle que la tomate est arrivée en Algérie et que le poivron rouge est arrivé en Algérie et que c'est devenu rouge. Donc la traditionnalité, elle peut commencer à une date
ultérieure à la création d'une recette. Parce qu'en fait, le blanc est resté jusqu'à Alger en ce moment. Hein, donc il y a quand même un peu de la résistance. C'est surtout Alger. Oui. Et on fait de la Mais résistance. même à Constantine, il y a des chorbabéda et tout, des plats blancs. Oui. C'est-à-dire, c'est les villes, c'est-à-dire, c'est des plats citadins. Et donc, c'est Alger, Constantine, Blida, Médéa, Béjaïa, qui ont un passé culinaire très riche. Très riche. Absolument. Ça ne veut pas dire que là-bas, c'est pas riche. Là, on parle de citadins. Par contre, quand on parle du rustique, du montagnard, du cru, vraiment du terroir, là, c'est plutôt les montagnes et les autres régions d'Algérie. Et les plaines, les grandes. Par exemple, quand on voit la région, donc cette ceinture verte du nord de l'Algérie, par exemple, vous avez, surtout dans le centre, on consomme beaucoup de légumes. Tout à fait. Mais dès qu'on sort de ces grandes villes, c'est la semoule. C'est la semoule. C'est la semoule qui intervient dans tous les plats. Il y a des rituels où on ne mange que de la semoule. Alors que, par exemple, à Alger, beaucoup de plats à base de légumes. Oui, beaucoup de verdure, de céleri, d'épinards, de navets, de radis, de tout ça. Toutes sortes, voilà, vraiment beaucoup de salades, beaucoup de choses. Mais là, pourquoi? Parce que l'art culinaire, il est influencé par le climat. C'est ça. Le milieu géographique influence beaucoup l'art culinaire. C'est selon les produits que nous avons autour de nous que nous créons notre cuisine. Et donc, quand on est dans une région comme Alger, où il y a le poisson, donc c'est la côte. Fait partie de notre tradition aussi. Tout à fait. Le poisson, et puis vous avez différentes sortes de viande rouge et blanche. Voilà. Et les légumes, beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Donc chacun mange ce qu'il a autour de lui. Vous allez au sud, ils n'ont pas beaucoup de légumes. C'est ça. Et surtout qu'ils étaient nomades. Donc ils ne pouvaient pas cultiver, attendre la récolte. Et donc ils mangeaient tout sec. C'est la date, le lait et tout. Quand on a la chance d'avoir de la verdure autour de soi et de la pluie, là on peut se permettre des légumes. Et quand on est à la côte, on peut se permettre du poisson. Oui, des légumes, beaucoup de légumes. Et c'est vrai que quand on se déplace dans le cadre de nos émissions, on découvre les différentes sortes de plats traditionnels. Et là, vous voyez que quasiment la présence des légumes, par exemple, on va donner juste un exemple de fenouil, le fenouil, les navets, les haricots verts, tous ces légumes. Et c'est ce qui est meilleur pour la santé. Absolument. Courgettes, carottes, etc. Tous ces légumes-là que nous avons au quotidien dans le Nord, qui n'existent pratiquement pas dans les traditions et les plats des autres régions. Et les gens du Sud, ils ont trouvé des façons de pouvoir consommer ces plats, ces légumes, c'est sécher la carotte. Ils sèchent la carotte, ils sèchent l'oignon. Et alors, ils le transportent avec eux. Donc, voilà les produits du terroir. C'est l'haja, le besoin qui crée la créativité, qui crée des choses nouvelles. Et puis, vous avez aussi, par exemple, ces personnes-là, elles sont beaucoup plus minces. Ah ben oui. On reconnaît les gens par leur région. Ben oui, parce qu'il y a des traits. C'est le régime alimentaire. On sait que cette personne fait partie dans des hauts plateaux de l'Ouest, elle est mince, filiforme, assez sèche, etc., qui se nourrit de ça et de cela. Quand ce sont des gens du Nord, c'est plutôt grassouillé, etc. Donc, il y a des mangeurs de viande. Vous allez dans certaines régions. La région, par exemple, de l'Est, etc. C'est des mangeurs de viande. Ils adorent ça. Donc, vous voyez, on sent vraiment les différences en fonction de l'alimentation. Et ça obéit à un régime, enfin, un style corporel bien particulier. Tout à fait. Donc ça, et voilà, c'est pour ça que les gens me disent, on fait un régime. Ne faites pas de régime. Choisissez ce que vous mangez, c'est tout. On est responsable de ce que nous avons dans l'assiette. C'est vrai. Moi, je trouve aberrant que je me mette debout dans la cuisine pour cuisiner avec des éléments qui peuvent me faire du mal. Je ne peux pas utiliser de la tomate concentrée. J'en ai jamais utilisé. Je ne peux pas faire une tarte au citron en utilisant des biscuits industriels. Ça, c'est l'alimentation nouvelle sur les États-Unis qui est très mauvaise. D'ailleurs, ils souffrent d'obésité. Mixer les biscuits et faire une pâte comme ça ou un cheesecake à base de... Non, ça, c'est de la mauvaise cuisine. La cuisine, c'est utiliser des produits bruts et les transformer et les faire soi-même. Donc, si moi, je dépense des calories en cuisine, c'est pour donner une belle assiette à mes enfants et une assiette saine. Donc, le sain, c'est quelque chose de très important. Il faut prendre son temps. C'est tout.
Tout à fait. Alors, Madame Sellam, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que vous allez aussi annoncer un très beau rendez-vous à nos amis téléspectateurs, ceux qui sont en Algérie et ailleurs, de ce très beau rendez-vous que vous donnez à Dar Jeddi. C'est à Bouchaoui, n'est-ce pas? Donc, vendredi et samedi prochain. Oui. Voilà. Donc, Dar Jeddi a toujours organisé des expositions ventes. Parce que nous, quand nous avons commencé en tant que table d'hôte, on a trouvé beaucoup de difficultés. Il y a des vides juridiques, il y a personne qui prend des décisions, donc on a souffert pour mettre en place cette table d'hôte. Une fois qu'on l'a, et comme nous avons un jardin, on s'est dit pourquoi ne pas partager ce jardin avec des artisans pour qu'ils puissent vendre leur production. Les artisans souffrent de manque d'écoulement de leur production. Donc on s'est mis tous les 2-3 mois. On ramène des tables, on offre une table et personne ne paye quoi que ce soit. Je l'ai déjà dit quand je suis venue chez vous, et je le dis, ils ne payent rien. Je leur offre une table, une nappe, ils mettent leurs produits, ils vendent. À midi, je leur offre un repas traditionnel, offert, ils ne payent rien. Et à la fin de la journée, ils ont une petite somme d'argent, voilà, une recette à leur vente. Et le lendemain, ils reviennent. Et donc, chaque artisan a le droit de venir 2 fois. Une fois qu'il a fait ces 2 fois, on ramène un autre artisan. Comme ça, on donne la chance à tout le monde. Tout à fait. Et parce qu'ils vont exposer ailleurs ces artisans, et à la fin de la journée, on va venir leur dire les frais de participation. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, je donne de ma poche. La recette de la journée ne m'a pas permis de payer mes frais de participation. Moi, je trouve que c'est une aberration. Si on veut aider un artisan, il ne faut pas qu'il paye. On a un espace, partageons-le. Seulement cette fois, c'est la présidente d'une association d'enfants aux besoins spécifiques qui fabrique des petits objets. Et cette dame est venue me voir, elle m'a dit, à chaque fois que j'ai essayé d'organiser une exposition vente pour ces jeunes, j'ai pas pu parce que les gens veulent gagner de l'argent, ceux qui peuvent permettre une exposition. Je lui dis on va la faire. Donc on a décidé de faire la semaine prochaine, mais mon fils m'a dit non, il ne faut pas qu'elle soit consacrée qu'à ces personnes-là, parce qu'ils vont se sentir un petit peu sectarisés. Pourquoi on nous fait une exposition pour nous? Donc on a décidé de ramener moitié-moitié, donc des personnes aux besoins spécifiques, donc une dizaine, et une dizaine de personnes normales qui viennent se mélanger, exposer, s'échanger. Seulement, nous avons pris le soin de ne ramener aucun artisan qui fait les mêmes produits. Il y a des céramistes parmi ces enfants qui sont des adolescents, donc on ne ramène pas de céramistes, on ne ramène pas de... Voilà. C'est ça. Pour ne pas leur faire de concurrence. C'est ça, pour qu'il n'y ait pas de concurrence et qu'ils aient l'exclusivité pour vendre leurs produits. Voilà. Et donc, on demande à tout le monde, venez participer, venez nombreux participer et acheter ces petits objets pour que ces enfants aient le sentiment d'avoir été autonomes à un moment, d'avoir gagné cet argent par son travail. Et ça va les valoriser. Moi, je pense que c'est la meilleure des façons. Alors, pour revenir à cet événement, ce sera à quelle heure? Alors, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h. Les 2 jours. Les 2 jours, vendredi et samedi prochain. Très bien. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et toutes les personnes devraient appeler leurs amis. Donc, comme ça, ils vont être heureux de voir qu'il y a du monde. D'habitude, c'est vrai que Dar Jeddi reçoit beaucoup de monde, mais je veux le dire encore pour qu'il y ait du monde, surtout en l'honneur de ces jeunes enfants qui fabriquent des petites choses et qui essayent de s'en sortir. Alors, autre chose. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de cette activité artistique et culturelle, il va y avoir de l'art culinaire? Ou ce sera que de l'artisanat? L'art culinaire, bon, je ne sais pas. Moi aussi, je participe dans cette exposition. Donc, il y aura mes produits. D'accord. Les produits de Dar Jeddi. Donc, c'est mazhar, maward. Je compte faire des petites friandises et tout ça. Il y aura du chocolat. D'accord. Pour cette fois, c'est tout ce qu'il y a. Chocolat, savon naturel, quelques bijoutiers qui font du recyclage, quelques bijoutiers anciens donc de Beni Yeni. Et pour l'alimentation, il y aura donc du miel, du vinaigre fait maison, voilà, et il y aura les produits de Dar Jeddi, bien sûr. Très bien. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce que vous allez retrouver donc à Dar Jeddi ce vendredi et ce
ce samedi prochain. Donc n'hésitez pas, de 10h à 18h, non-stop. Vous allez à la rencontre de ces artisans et de ces personnes à besoins spécifiques. L'association, le nom de cette association? Je ne l'ai pas parce qu'elle est difficile à retenir. Je crois que c'est Art Espoir. D'accord. Art Espoir. L'espoir. Voilà, Art Espoir. Oui. Mais de toute façon, on se retrouvera pour... Quand ils viendront, ils verront la présidente sera présente. Là, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle-même a des enfants dans cet état. D'accord. Donc, je ne pouvais pas. Je voulais la faire venir, mais je n'ai pas pu. Oui, je comprends. Mais voilà. Donc, on la salue en tous les cas, madame. Merci. Voilà. Et pour arriver à Darjeddi, sur Google Maps, vous mettez Darjeddi avec 2D et vous êtes devant la porte. Non, formidable. Voilà. En tout cas, c'est très facile à trouver Darjeddi, au lotissement Bouchaoui, donc le village Bouchaoui. L'ancien village Bouchaoui. Et vous trouverez donc Darjeddi avec beaucoup de plaisir et on y sera, Inch'Allah. Avec plaisir. Vraiment, on y sera. Donc, on va vous laisser partir, Madame Sellem, donc Emina. On va apprécier une chanson. Vous avez été aussi nombreux à vouloir écouter Rabah Driessa, que l'on salue. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Merci, madame. Touhach Bladi vous est présenté par Arabesque.
notre émission Touahcht Bladi et on a y pensé justement pour tous nos jeunes, ceux qui passent le bac aujourd'hui. C'est le premier jour de l'épreuve du baccalauréat 2019. On leur souhaite bonne chance, beaucoup de concentration, on l'espère en tous les cas pour eux. Et avec nous dans le plateau de Canal Algérie de notre émission Touahcht Bladi, M. Malik Amirouche qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, mon ami. Merci de nous inviter à chaque fois qu'on est d'actualité. Je remercie par là même la chaîne Canal Algérie qui nous a toujours accompagnés. Ça fait plaisir. Malik Amirouche, vous êtes donc responsable de l'entreprise EMEV, n'est-ce pas? Oui. Qui est en même temps une entreprise et une association qui organise beaucoup d'événements, notamment un café littéraire. Ce café littéraire qui existait pendant quelque temps au niveau de l'Arba'a Natiratan, ex-Fort National, qui est actuellement à Tizi Ouzou. Vous retrouvez à Tizi Ouzou? Oui, bien sûr. Bon, avant ça, déjà, on a commencé notre entame avec la célébration des grands hommes de culture. En 2011, on a eu à célébrer déjà le chanteur de la chanson algérienne kabyle, Slimane Azem. Oui. Après Cheikh Nourdine, après on a fait aussi un hommage à Madame Djouhara Mhiss. Oui. Par contre, le café littéraire, je l'ai entamé à Tizi Ouzou en 2011. Oui. Après, en 2014, en même temps, je commençais à faire les deux. Comme en 2016, il y a eu une décision injuste de me suspendre les activités sans qu'il y ait d'explication. Donc, j'ai résisté un certain moment. Même à la Maison de la Culture, on m'a enlevé mon espace. Donc, j'étais dans une situation un petit peu acculée. On ne nous a pas laissé à cette époque-là dire notre amour pour cette Algérie, parce qu'on est jaloux de ce pays. Donc on se sent interpellé parce que si on ne fait pas des choses, si nous, on ne s'implique pas, l'autre chose qui m'a toujours interpellé, c'était de s'investir dans la littérature et dans tout ce qui éveille de conscience vis-à-vis des jeunes. Parce que je conçois une chose, que la culture, c'est un segment fondamental dans le développement d'un pays. D'ailleurs, même il y a l'adage qui disait qu'un peuple colonisé, un peuple sans culture, il est vite colonisé. Et l'histoire de Churchill aussi, que le jour où ils étaient en pleine guerre, faisait rage, ses conseillers lui ont conseillé de couper nous voyons là quelques photos. Voilà, récemment c'est une table ronde sur le patrimoine amazigh, donc voilà. C'est où là? C'est au café-restaurant Amina. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter M. Toufik Bouzgza. C'est un homme généreux. Très bien. Je peux dire que c'était lui qui m'a sauvé, parce qu'à un certain moment, c'était... Et là? Et là, c'est la 3e édition du Festival Montagnard où nous avons impliqué les enfants. Donc, on a fait une opération de plantation d'arbres. Là, c'est une randonnée pédestre, ponctuée par des hâtes artistiques. En même temps, on s'est fait un devoir de ramasser tout ce qui est déchets sur notre chemin. Donc, c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. Et je profite de l'occasion pour saluer le village Sadr Soufla, M. le président de la PC d'Aïtou Malou, qui nous ont accompagnés. Voilà, voilà, c'est vers la fin de la randonnée pédestre. Il y avait du monde, il y avait des artistes. Voilà, un enfant qui ramasse. C'est symbolique. Oui. C'est symbolique. Donc on doit cesser d'agresser l'environnement parce que ce festival il est ambitieux. Il a la réflexion d'initier un développement économique et durable en région de montagne parce que maintenant que les ressources pétrolières tarissent, on a des gisements à prendre en considération, à développer. Tout à fait. Alors, on revient à vous et à votre événement, Monsieur Malik Amirouche, un hommage à Assed Djebbar. Oui, il faut se poser la question pourquoi Assed Djebbar. Parce que nous, ce qu'on fait dans notre démarche, parce qu'on a compris qu'il fallait honorer, donner même une place au soleil, comme disait le poète, à ces grandes personnalités. Assed Djebbar, c'était la grande dame qui a porté la voix de l'Algérie à l'international. C'est une académicienne.
C'est une femme qui a beaucoup donné, même si peut-être il y a eu une certaine ingratitude vis-à-vis d'elle. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir ça du carcan, ou si vous voulez, des enceintes des universités et permettre, du coup, aux montagnards, aux gens qui sont loin des centres urbains, à tous ceux qui aiment la littérature et faire découvrir la personnalité, que ce ne soit pas que l'élite. Absolument, absolument. Et puis, ce qui serait intéressant, par exemple, lorsqu'on verra ces jeunes ou la population, on voit Mme Amhism, M. Bouchama, Nadia Sabri, Mme Kasdali, parler de Assajba. Il y a aussi M. Aziz Nahman, c'est avec lui que j'ai coordonné ce travail. Parce que c'est l'affiche de votre rendez-vous, c'est ça? Donc ça sera le samedi 22 juin à la Banati Alaten. Donc c'est la bibliothèque cette fois-ci. C'est à la bibliothèque communale, oui. Voilà. D'accord. Voilà. Donc sous le thème l'œuvre d'Assajba entre transcription et transmission. Donc voilà, comme je l'ai dit, donc il fallait bien penser à ce qu'on perpétue ce genre d'événements. Oui. Et c'est toujours nécessaire aussi de présenter, de préserver ce que nous avons. Voilà, alors le festival, l'été en poésie, en musique, Tafaska. Tafaska, ça, c'est pas loin de chez toi. Oui. C'est à Tamazel, c'est au village Boujlil. Donc on a initié aussi un festival qui s'appelle l'été en poésie et en musique. Oui. Ce qu'on essaie de faire, comme vous le savez, les musiciens et les poètes travaillent ensemble, mais ne se rencontrent jamais. Alors on a fait, je vous assure qu'on a fait un événement exceptionnel, il y avait des poètes de partout. D'ailleurs, je salue Mme Kultem Tfous et Mme Faiza Assitani qui nous ont aidés, donc ils étaient parmi les invités. On a fait un nuit magique. Donc c'était la détente totale, l'expression culturelle dans toute sa dimension. Et puis la vision, l'arrière-pensée derrière, c'est tant qu'il y a des festivals pareils, ça booste le tourisme, ça met en valeur le village et les villages. Je sais que le Racontard, depuis déjà quelques années, ça donne un succès extraordinaire. Absolument, oui. Ça fonctionne très bien pour Racontard. Absolument, je suis un élève de Racontard, elle m'a formé, donc j'en ai fait des éditions. On salue notre ami Betref. Oui, bien sûr. C'est un festival exceptionnel, comme on peut le placer comme l'un des meilleurs en Afrique ou au monde. Vraiment très bien fait. Justement, on est fait pour surprendre. Il faut innover toujours dans l'action. Oui. Il faut innover parce que comme on dit maintenant, j'espère que l'Algérie va triompher, comme on dit. Donc on doit même libérer les initiatives des jeunes. Il faut que les gens de la culture ne tournent pas le doigt à la culture aussi. C'est important. Comme disait Stanislavski, il y a eu un enfant qui l'a accosté pour le prendre dans... Je paraphrase là M. Hassan Abdelrahman Hassan Hadj, qui est un grand monsieur du cinéma. Alors, il est en train d'écrire des belles choses sur le cinéma. Un jour, parce que je suis souvent avec lui, je lui demande conseil. Oui. Alors, il m'a fait lire un passage, donc j'étais vraiment... Déjà, pour devenir acteur, il faut avoir vraiment des capacités, avoir un projet de société dans sa tête. Et qu'est-ce qu'on va dire? Être responsable. Maintenant, la culture ouvre les yeux, pense les blessures, c'est un catharsis. Donc c'est pour ça que peut-être dans notre jeunesse, on a été mis dans un moule, vraiment, on a subi des choses. Maintenant, il est temps que, justement, la culture donne le pacifisme, donne l'amour du pays, et puis avoir une vision universelle, aller vers les autres, se construire, parce qu'on a besoin aussi de s'ouvrir, prendre ce qui est essentiel de notre culture, parce que si on sait d'où on vient, on assume le présent et on voit l'avenir sous de bons présages. Ouais. Voilà, donc il est temps. Donc maintenant, si on s'implique dans le mouvement citoyen, on organise des rencontres pour expliquer. La fois passée, on a ramené le docteur Khalil, qui a parlé des perspectives, quelle transition possible pour ce pays.
D'ailleurs, c'était l'occasion de rendre un vibrant hommage au docteur Fra qui est mort dans des conditions dramatiques. On a eu aussi Mouloud Louna aussi. On a eu M. Kacher qui a expliqué un petit peu le côté constitution. Donc, ça permet aux gens d'apprendre et de s'impliquer. D'ici demain, je suppose que moi, tous les corps de métier doivent s'impliquer. Chacun dans son domaine. Les journaux... Alors, si on revient donc à votre café littéraire, oui. avec l'hommage rendu à Sadjouba, oui. J'imagine qu'il y aura Madame Amhis qui sera présente. La jeune fille, exactement, la jeune fille, la plus jeune, hein, qui nous donne un exemple à chaque fois. C'est vraiment quelqu'un qui nous donne une leçon de vie extraordinaire. Lorsque je la vois, je me dis, j'ai pas le droit d'être fatigué. Absolument. Voilà, donc il y aura elle, donc il va présenter sa communication, ça sera à Sadjouba, une figure de l'aube. Il y a Madame Nadia Sepri aussi qui a fait un travail sur Sadjouba. Oui, donc Nadia Sepri, elle a préféré parler de l'œuvre de Assia Djibar et son influence sur le féminisme international et contemporain. Oui. Il y a M. Ahmed Bidjaoui aussi qui parlera de Assia Djibar et le cinéma. Il y a M. Aziz Naman, co-organisateur de cette rencontre. C'est un enseignant, il a fait son doctorat sur Assia Djibar. Donc Assia Djibar, une mémoire, une écriture pour exister. Très bien. Alors, on va reprendre dans quelques instants notre entretien. On parlait de terroir et de patrimoine. Restez parmi nous. Hein. Donc, Belkabirouche, on va passer au reportage, si vous le voulez bien. Donc, un reportage qui nous tenait aussi vraiment à cœur, puisqu'il est question également de tissage. Nous savons aussi que vous aussi, vous êtes passionné de tapis. Oui, bien sûr. Tissage, le tapis d'Aït Hichem, mais cette fois-ci, on va aller à Al-Mnia, une belle région d'Algérie, n'est-ce pas? Notre Algérie, l'Algérie profonde. L'Algérie profonde, avec notre ami Menel Boutouaba, et on se retrouve juste après. De la région d'El Menia. Ces métiers sont aujourd'hui en voie de disparition. Seules quelques gardiennes des traditions tentent tant bien que mal de perpétuer ce savoir-faire. Madame Ouden fait partie de cette génération où le métier à tisser était un équipement domestique ordinaire présent dans tous les foyers. Elle exerce depuis 40 ans et forme depuis 23 ans d'autres jeunes femmes à cette forme d'artisanat qu'elle défend farouchement. Quand un acheteur prend un tapis de chez nous, sachez qu'il aura un produit raffiné et de qualité. Ici, on propose une large gamme de produits qui vont du grand tapis à l'étui à lunettes. Je forme des jeunes filles à ces métiers depuis 1996. Chaque tapis, chaque produit artisanal raconte une histoire et porte entre ses brins les valeurs culturelles et sociales locales. Issus de la créativité et du génie féminin, ils sont également un moyen de subsistance. C'est grâce à cela que Khaira arrive à faire vivre sa famille depuis qu'elle a hérité de ce savoir-faire de sa mère. J'ai commencé à tisser à l'âge de 10 ans. Je regardais ma mère travailler et j'ai pu apprendre le métier grâce à ça. Ensuite, j'ai décidé de me lancer et je fais tout actuellement. Les burnous, les abayettes pour les hommes, les tapis. Malgré les efforts déployés par les femmes du Sud pour sa pérennisation, le tissage peine à se maintenir, faute de motivation chez les jeunes filles qui font face à une multitude d'obstacles. Elles ont du mal à vendre leurs créations et préfèrent s'orienter vers d'autres secteurs plus porteurs pour elles. Voilà un très beau reportage. Merci. Ces femmes, hein. Merci pour cette escapade. Et puis le problème se pose de ces femmes qui se donnent la peine l'Amsakin. Et puis on n'apprécie pas leur... J'ai vu une fois une émission où on parlait de... On sous-estime trop le patrimoine, notre patrimoine. Et puis, il faut le valoriser, parce que c'est des femmes qui peinent. Très important, tout à fait. Donc, on revient à vous, cher ami, cher Malik Ameroche. Ce rendez-vous, donc, ce sera quand? Ce samedi? Ce samedi, c'est de 10h à 17h. Donc, j'ai juste envie de signaler certains. Oui. Voilà. Il y a M. Halouane aussi qui est universitaire. Donc, il va parler de Assia Djibar et les langues.
et sa position vis-à-vis de la langue amazigh. Madame Kasdali, c'est une universitaire aussi, elle nous parlera de la littérature comme canal de transmission de l'histoire. Et je voudrais dire une chose qui me tient à cœur. On doit changer la vision sur la culture. La culture, c'est pas de l'amusement. Donc il est temps de lui donner sa valeur et d'investir pleinement et d'investir aussi dans la jeunesse parce qu'elle est porteuse. Bien sûr. Elle a plein de rêves, elle est porteuse, donc on doit libérer les initiatives, les énergies, et tout le monde sera gagnant. Absolument. En tous les cas, merci beaucoup, Malik Amirouche. Voilà, donc je tiens aussi à remercier Monsieur Bouzigzat Tefir, je le rappelle, son personnel du restaurant Aminal, et Monsieur Benchir Sami El Hussein de Landa. Et j'espère qu'aussi pour cette fois-ci, ils vont nous accompagner. Voilà, donc... merci beaucoup, Malik Amirouche. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Touhacht Bladi. On vous dit à très bientôt, à très vite, Inch'Allah. J'espère qu'on vous aura comme invité chez vous. Inch'Allah, Inch'Allah, ben oui, invitez-moi, je viendrai avec plaisir. Voilà, voilà, merci beaucoup, merci. Et on va laisser Monsieur Malik Amirouche partir en appréciant avec cette une très belle chanson, un hommage à toutes les femmes d'Algérie, notamment à Mariam Fekay. On se retrouve juste après avec d'autres artistes et notamment d'autres passionnés de l'Algérie. Merci beaucoup. Retour dans notre émission Touhacht Bladi, Canal Algérie avec nos invités et ce sont des jeunes demoiselles
adorables. Elles sont parmi nous aujourd'hui. Elles vont nous faire découvrir leur travail dans le mouvement associatif. Elles sont vraiment très très riches de par leur activité. Nous avons le plaisir de recevoir Yasmine Harouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente justement du Incoming Exchange. On va découvrir ça dans quelques instants. Et Imen Bouhelouf qui est parmi nous aussi. Bonjour Imen. Comment ça va? Ça va et vous? C'est un plaisir de vous recevoir toutes les deux. Le plaisir pour nous en fait. Vous êtes étudiante à l'université de Bab Zouar, donc vous en génie chimique et puis vous êtes en biologie végétale. Donc deux étudiantes, vous faites partie d'un collectif très très intéressant. Hein. Je vous ai écouté à la radio et je voulais absolument vous avoir ici dans notre émission Touhaj Bladi parce que je trouve que vous êtes vraiment formidable ce que vous faites. Bravo. Merci. Alors on va expliquer aux téléspectateurs que font ces jeunes filles, parce que vous êtes aussi un groupe, c'est un collectif de Bab Zouar. Vous organisez des visites en fait guidées de l'Algérie, c'est ça? C'est tout un projet. Oui, voilà, allez-y. Allez-y. Alors en fait, on a dans le Incoming Exchanges, dans mon département, on accueille des bénévoles étrangers. On a plusieurs projets. On a par exemple le Global School qui est pour enseigner des langues et pas mal de compétences, par exemple le public speaking, etc. Oui. On a Aqua Algeria, c'est pour l'environnement, en fait, la protection de la biodiversité marine. Oui. Et bien sûr, on a le Discover Algiers, qui est pour faire découvrir et promouvoir le tourisme en Algérie. D'accord. Voilà. Et vous êtes dans ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Imen, explique-nous qu'est-ce que cet événement? Alors, le Discover Algiers, on ramène des EP, c'est des exchange participants, des participants à l'échange, et on les amène à plusieurs wilayas. Mais comment vous les connaissez, ces personnes? Alors, en fait, ça, ce qu'on fait, on a une plateforme. isec.org. D'accord. Oui, ils vont postuler. Donc, en fait, vous êtes en connexion avec cette population. Alors, ISEC, à travers le monde. De tout le monde. Très bien. ISEC, elle est présente dans plus de 125 pays dans le monde. OK. Et donc, on est en contact avec tout le monde, en fait. Oui. Et ils vont juste postuler, on lit leur CV, etc. On leur fait passer des interviews et on va voir s'ils sont aptes à venir ou pas. Exactement. C'est ça. Oui, dites-nous, Imen. Alors, le projet Discover Algiers, on va les ramener, on va faire visiter la Casbah, les musées, Tlemcen, Oran, Tipaza, tout ce qui est culturel, ce qui est à thème touristique, afin de faire découvrir l'Algérie et casser les barrières culturelles, les stéréotypes sur les Algériens. Voilà, le thème, c'est ça. Comment que ça se passe? Racontez-nous dans le détail. Vous allez les chercher à l'aéroport, vous louez des bus, où est-ce que ces personnes-là passent la nuit? Est-ce que c'est vous qui gérez un peu le côté paperasse, visa, etc. Après, comment que vous organisez le séjour? Alors en fait, d'abord, on a ce qu'on appelle le visa support. Alors dès qu'ils sont approuvés, les exchange participants. Alors, on commence à faire les lettres d'invitation pour leur visa, on appelle le ministère, on essaye avec les ambassades, etc. Après, une fois qu'ils arrivent, on part les chercher à l'aéroport. Et généralement, ils sont hébergés soit en un appartement, soit chez des familles d'accueil. De préférence, des familles d'accueil. Voilà, parce que là, c'est dans des familles d'accueil qu'ils vont pouvoir vraiment vivre l'expérience en Algérie. C'est ça. Ils vont dormir avec eux, ils vont manger avec eux, ils vont vraiment vivre la culture algérienne. Oui. Voilà. C'est ça. Et donc, quel est le profil de ces personnes? Est-ce que c'est des jeunes, c'est des moins jeunes? Alors, en fait, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans. D'accord. Voilà, donc, qui sont dans cet intervalle. Et les nationalités, toute nationalité la bienvenue. Donc, voilà. Et comment la sélection pour les familles d'accueil? On voit de ces bons gâteaux. Voilà, on nous filme ces bons gâteaux, là, ça nous donne envie de manger. Surtout si on est en plein régime, c'est pas toujours évident. Ce sont de très bons gâteaux, n'est-ce pas, ma chère? Donc, ce sont de très bons gâteaux de notre chère amie Hadjira Khiyar, la Rose Magique d'El Mouradia le Golfe. C'est une pâtisserie aussi, on la salue, on l'encourage, elle fait de très bonnes choses. Et ce sont vraiment de vieux gâteaux traditionnels. Voilà. Et bien, pour revenir à l'accueil, on vous accueille avec toutes ces bonnes choses. Alors, donc, comment le choix se fait pour ces familles d'accueil? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre entourage, votre famille, vos amis? Généralement, c'est nous. Généralement, c'est mais on aimerait bien si les autres... Par exemple, moi, j'ai... Mais il faut tester ces familles d'accueil. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Parce que alors, il y a un formulaire d'inscription et on leur fait passer des interviews aussi. Pour voir s'ils vont vraiment pouvoir le faire, si c'est des gens de confiance, etc. C'est ça. Mais généralement, on le fait entre nous. Mais ce serait bien
si d'autres personnes... à élargir voilà. En tout cas, c'est une très bonne expérience. Moi-même, j'ai déjà hébergé une Hollandaise, une Tunisienne, et je vais encore héberger une Russe. Oui. Et c'est vraiment une expérience vraiment que je souhaiterais que tout le monde puisse la vivre. Et comment que les frais de tout ça, ça se passe comment? Qui paye les billets, l'hébergement, la nourriture? Il reste combien de temps en Algérie? Alors, il restera 6 semaines. 6 semaines? Oui. Voilà, donc vous, comment vous faites? Est-ce que vous avez un budget? Est-ce que dans le cadre de votre organisation, il y a un budget, il y a un fonds? Alors, en fait... Oui et non. On a un certain budget, mais on se base sur le sponsoring. Mais vous avez une aide de votre association? Oui, une certaine aide, mais c'est pas très important. Voilà. D'accord. Et vous êtes à combien le nombre d'adhérents en Algérie? Alors en fait, il y a ici juste notre association Local Community, on est plus de 105. D'accord. Ah, très bien, oui, je vois. Voilà. Et c'est divisé en départements. Oui, vous êtes sur le digital aussi? Oui. D'accord. Tout se fait sur le digital. Voilà, oui. Tout se fait via notre plateforme Tout à fait, c'est ça. Donc, et après, donc, est-ce que vous avez des sponsors quand vous vous déplacez à Constantine ou à Oran, ou tout se focalise sur la capitale pour l'instant? Alors pour l'instant, l'année passée, on avait fait sur presque toute l'Algérie. Ah, oui, on a fait Constantine, Oran, pas mal de villes en fait. Mais en fait, c'était un peu trop cher pour nous. Du coup, cette année, on a fait juste pour Alger et les villes d'à côté. Voilà, Tipaza, Tizi. Et là, vous recevez quand le prochain groupe? Alors, ce sera à partir du 15 juillet. Oui. Ah, très bien. Et on est en phase de contacting. On contacte les sponsors afin d'avoir des produits, tout type d'aide financière. Voilà. Alors, combien de nationalités seront présentes? Alors, on aura des Russes, des Hollandais, des Serbes, des Tunisiens, voilà, Égyptiens aussi. Une Française aussi, on aura une Française. Ouais. Très bien. Donc moi, je vous ai écouté à la radio Chaîne 3. Donc j'ai écouté l'émission de ma chère collègue Samira Chouedria, que je salue, qui a une rubrique de mouvement associatif. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment très intéressant. Alors hop, j'appelle, je veux les coordonnées de ces jeunes belles personnes qui font de belles choses et qui vraiment travaillent très très bien. En tous les cas, bravo. Merci. Bravo. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, celle de savoir comment vous faites pour trouver ce financement, prendre en charge toutes ces personnes, parce que c'est du boulot après. Oui. Alors en fait, chaque projet, il a son propre équipe. C'est le OC Team. Ils sont responsables de financer le projet. Mais vous, ces personnes qui vont arriver la mi-juillet, est-ce que vous avez tout bouclé? Alors, en fait, c'est eux qui payent leur billet. D'accord. Nous, on s'en charge juste ici en Algérie. De l'arrivée, de l'accueil et de l'hébergement. On les accueille à l'aéroport, bien sûr. On les amène à l'IP House. C'est ce qu'on appelle Exchange Participant House. Donc, c'est un appartement où ils vont séjourner. Sinon, on les emmène directement chez leur famille d'accueil. Oui. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et après, ces familles d'accueil, elles se déplacent avec vous dans vos sorties, ou elles sont juste là pour accueillir ces personnes et que vous puissiez... D'accord. On organise des séminaires pour parler de la culture algérienne, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, un séminaire d'intégration. Oui. Voilà, dès qu'ils arrivent en Algérie. Ensuite, ils vont faire le Global Village. Oui. Le Global Village, c'est un petit projet, c'est une journée où ils vont tous présenter leur culture, leur gâteau, leur musique, leurs vêtements traditionnels. C'est ça. Et ça va se faire où, ce Global Village? Alors, pour le moment, ça sera pour le 15, mais on n'a pas encore fixé le... Faudra nous le dire. Oui, il n'y a pas de problème. En plus, ça sera ouvert au public. Ça sera ouvert au public. Et vous avez choisi le lieu ou pas encore? Pas encore. On n'a pas encore eu la décision finale du lieu. D'accord, très très bien. Est-ce que les sponsors comprennent ce que vous faites? Parce qu'il faut comprendre. Hein, alors, on s'est déplacé. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'initiative, donc... J'imagine que ça doit être un peu... Alors, on s'est déplacé à plusieurs sponsors et ils étaient intéressés. Par contre, on a du boulot. On a du boulot quand même. Voilà, on a du boulot. On a des projets à différents thèmes, humanitaires, éducatifs, touristiques. Et ils sont intéressés, mais on est en attente. On attend la réponse.
Oui, oui. Et vous arrivez à persuader vos sponsors, parce qu'il faut savoir les persuader également. On apprend. À ISEC, on apprend. Voilà. C'est ça. Voilà, on apprend. On ne savait rien. Moi, je travaille dans le B2B, c'est business to business. Je suis spécialisée dans ce truc, le sponsoring, tout ce qui est contrat et tout. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ISEC. Franchement, j'ai appris. Et maintenant, je veux vraiment changer le domaine. Je veux faire du marketing à cause d'ISEC. Avec ISEC, on apprend pas mal de choses. On rentre, on connaît rien, mais après, on améliore toutes nos capacités. Et c'est toute une famille. En fait. Est-ce que les gens peuvent adhérer à cette association? Oui, tout le monde Celles qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient à Paris, au Canada, à Londres, je ne sais où, ou ici dans le fin fond de l'Algérie, hein, qui vous suit aujourd'hui et qui souhaiteraient adhérer à ISEC. Alors, on a deux recrutements par an. Le premier, c'est en août et le deuxième, c'est en janvier. Comment ça se passe? Il y a des conditions? Alors, en fait, tout sera publié sur notre page ISEC in Algeria. Et ils vont juste remplir un formulaire et après ils vont être présélectionnés pour passer un interview, puis ce qu'on appelle Assessment Day pour voir s'ils sont aptes à travailler en équipe, etc. Oui, oui. Donc, ça se passe comme ça. Et donc finalement c'est un organisme international. Ah oui. Voilà, donc c'est un organisme international. C'est organisation des associations estudiantines. Très bien. Voilà. En tous les cas, c'est... Et on est tous des étudiants et on partage tous les mêmes valeurs. D'accord. Et au sein de Bebzouar, est-ce que vous organisez des choses? C'est pas la fac, en fait. C'est pas la fac. D'accord. C'est juste le nom. Le quartier. Babez. D'accord. C'est juste le nom. D'accord. Voilà. Donc c'est pas vraiment c'est pas l'université. Non, non. Au début, c'était les adhérents en fait. Les membres étaient des étudiants de Bebzoua. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Babez. Mais maintenant, c'est tout le monde. Alors, il y a des étudiants en médecine, d'autres en informatique, en génie chimie comme moi. Et vous, comment vous êtes retrouvés dans ça? Dans cette association, dans cet organisme? Pour moi, d'abord, c'était grâce à un ami, parce que sa sœur était vice-présidente. Il m'en avait parlé, puisqu'elle allait partir en échange culturel en Turquie. Il m'en avait parlé. Puis je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, j'ai envie de savoir. Et ensuite, j'ai participé à un échange culturel au Maroc. Puis j'ai intégré ici. Je me suis dit, ah là, je dois le faire. C'est pareil, sauf que moi, j'ai pas encore fait l'échange culturel. Ah, d'accord. J'aimerais bien le faire. Oui. Non, mais ça, c'est vraiment très intéressant. On va rester avec nos invités, nos amis. On va faire une petite pause musicale avec la regrettée Nora. On a une pensée notamment à Mejda et à M. Kemal Hamadi, qui nous suivent aujourd'hui dans notre émission Touhachte Bledi.
كتر جروحي ما حوست